C'est infiniment plus difficile que tout ce que nous avons connu. Et cela se passe dans un pays qui était 4 fois plus grand que l'Irak. En d'autres termes, il n'y a pas de solution militaire terrestre à cela. 10 000 frappes de missiles n'ont pas mis l'Iran à genoux, après 4 semaines de guerre maintenant. Mais nous sommes actuellement dans une situation où, à mon avis, il n'y a pas de victoire possible. En fait, je crains davantage que les États-Unis utilisent une arme nucléaire tactique qu'Israël ne le ferait. Et je vais vous dire pourquoi. Eh bien, tout le monde, nous sommes très honorés d'accueillir à nouveau dans le studio le colonel Danny Davis. Maintenant, Danny est l'animateur de sa propre chaîne YouTube appelée Daniel Davis Deep Dive. C'est l'un des YouTubeurs géopolitiques qui progresse le plus vite. Colonel, bienvenue à nouveau. C'est toujours un plaisir d'être ici, Sache. Merci de m'avoir invité à nouveau. Pour nos téléspectateurs qui te découvrent peut-être pour la première fois, je sais que tu as notamment révélé beaucoup de désinformation pendant la guerre en Afghanistan. Ma première question est, assistons-nous actuellement au même phénomène en Iran? Le public est-il trompé sur le déroulement réel de cette guerre? À 100%. Mec, c'est même pire que lorsque j'ai, tu sais, révélé tout ça en 2012 sur la guerre en Afghanistan. Et tu n'as pas besoin de remonter plus loin. Il suffit de regarder le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, hier, je suis désolé, avant-hier, lors de la réunion du cabinet, où il a dit « Ouais, écoutez, nous avons la suprématie aérienne. Nos hadiths tournent partout et font tout ce que nous voulons. Nous avons tout détruit. Le président Trump dit qu'ils sont quasiment vaincus. Il n'y a absolument aucune vérité là-dedans. Vous pouvez le constater physiquement, ce n'est pas compliqué à comprendre et ce n'est pas juste parole contre parole. Ce que le président et le secrétaire à la guerre ont dit est incompatible avec ce que l'on observe sur le terrain. Si nous avions réussi, et si nous avions neutralisé leurs forces aériennes, etc., alors nous aurions pu faire tout ce que nous voulions à l'Iran. Si le président Trump a raison en disant qu'ils sont presque vaincus, pourquoi négocions-nous alors, ou essayons-nous de négocier, comme il l'affirme ? En même temps, les Iraniens disent « Non, ce n'est pas le cas ». Le président Trump a déclaré « Je leur ai donné » ou ils m'ont offert ce grand cadeau, précisant ensuite qu'il s'agissait de plusieurs pétroliers d'essence et de pétrole. Et l'Iran répond « Non, nous ne l'avons pas fait. Nous ne vous avons rien donné. De quoi parlez-vous » Et puis il continue en disant « Mais peu importe, nous ne négocierons rien, à moins que vous ne soyez prêts à accepter nos conditions ici. Et cela signifie des réparations pour les dégâts que vous avez causés, des garanties de sécurité et un retrait du Moyen-Orient, de vos bases militaires. Sinon, disent-ils, nous allons continuer et nous allons garder le contrôle du détroit d'Ormuz, où comme tout le monde le sait maintenant, j'en suis sûr, c'est 20% du gaz et du pétrole mondiaux y transitent chaque jour, avec des pourcentages encore plus élevés dans certaines catégories de gaz naturel. Des choses comme les matières premières pour les engrais, l'hélium et plusieurs autres éléments, qui sont littéralement nécessaires partout dans le monde pour de nombreuses choses. Et surtout en Asie. Certains de ces autres pays dépendent à 90% de leurs produits pétroliers provenant du Moyen-Orient et passant par le détroit d'Ormuz. Donc ils ont vraiment besoin que ces ressources soient libérées. Nous en avons aussi désespérément besoin parce que notre propre économie commence vraiment à vaciller à cause du prix du pétrole, que ce soit le WTI ou le Brent. Je veux dire, ces prix sont maintenant à 100 $ le baril ou plus, et tout indique qu'ils vont continuer à augmenter. Donc, si on n'ouvre pas ça très rapidement, ça va devenir un gros problème. Mais maintenant, SARS, c'est l'un de nos plus grands échecs, parce que nous avons menti sans cesse en 2025 et prétendu que nous faisions de la diplomatie. En réalité, nous préparions des frappes militaires durant la guerre de 12 jours et l'avons refait cette fois. Après le 3e cycle de négociations, la partie iranienne était prête à céder sur des points assez importants, ce qui aurait dû éliminer la possibilité d'une guerre. Puis nous les avons frappés à nouveau, et leur ministre des Affaires étrangères, Abbas Araki, a déclaré hier « Oui, nous n'allons pas nous faire avoir une nouvelle fois, donc nous n'allons pas négocier avec vous, tant que nous n'aurons pas obtenu une sorte de garantie que vous n'allez pas simplement revenir nous frapper à nouveau. Et d'ailleurs, nous ne rouvrirons peut-être jamais le détroit d'Ormuz comme avant, où c'était simplement du laisser-faire. Nous pourrions maintenant y installer en quelque sorte un péage et nous allons le contrôler à partir de maintenant. » Donc ils disent en gros que toute la dynamique au Moyen-Orient est définitivement changée. Et donc, il y a ceux aux États-Unis qui disent « D'accord, on ne peut pas permettre ça parce qu'on doit donner les ordres. » Alors, que fait-on si 10 000 frappes de missiles n'ont pas mis l'Iran à genoux après 4 semaines de guerre? Maintenant, peut-être qu'il faut intervenir au sol et prendre certains terrains clés comme l'île de Karg ou l'île de Kashium.
Ou peut-être tenter de s'emparer physiquement de certains de ces nouveaux matériaux nucléaires en Iran. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose comme ça. Peut-être que cela le poussera à agir. Je pourrais expliquer pourquoi ce serait un désastre, ne faisant que tuer de nombreux soldats américains, Marines, membres de l'armée de l'air ou de terre. Ça n'accomplirait rien ici, et ça aggraverait profondément la situation. Mais nous sommes dans une position en ce moment où, à mon avis, il n'y a pas de solution gagnante. Et la question sera de savoir combien de dégâts nous allons subir avant d'en sortir enfin. Oui, absolument. Je pense que c'est exactement ce que nous voyons. Et vous savez, juste pour nos téléspectateurs, je pense qu'on en est à un point maintenant, Danny, où tout ce qui vient de la Maison-Blanche, je pense qu'il faut presque le considérer comme de la désinformation ou au moins être très, très sceptique à ce sujet. Comme tu l'as dit, Pete X affirme « Nous avons dominé, frappé de nombreuses cibles et contrôlons déjà la zone. » Tout va bien, tout est parfait. Mais le détroit d'Ormuz est toujours fermé. Israël est toujours frappé par un grand nombre de missiles. Les bases militaires américaines sont toujours attaquées. Alors, si tu contrôles la situation, comment cela arrive-t-il? Et je pense que la question la plus simple, j'ai eu des gens qui m'ont tweeté et laissé des commentaires en disant que, tu sais, non, les États-Unis dominent en ce moment. Et ma réponse, c'est, est-ce que le détroit d'Ormuz est ouvert? C'est la seule chose qui compte en ce moment. Est-ce qu'il est ouvert? Si ce n'est pas le cas, alors les États-Unis n'ont pas atteint ces objectifs. Eh bien, et vous avez vu le président Trump, et j'ai en fait montré cela dans notre émission hier. Quand vous regardez les déclarations qu'il a faites au début de tout ça, le 28 février, il a dit « Écoutez, j'ai dit plusieurs choses. Les objectifs sont la destruction de leurs missiles, la destruction de leurs marines, l'élimination de leurs supplétifs en tant qu'acteurs, et bien sûr, aucune arme nucléaire. Et nous devons détruire tout cela. Ce qui est un peu étrange en soi parce que nous l'aurions soi-disant anéanti l'année précédente. Mais néanmoins, c'est ce qu'il a dit. Et lors de sa réunion de cabinet il y a 2 jours, il disait que nous avions en gros éliminé tout cela. En gros, j'ai atteint tous mes objectifs. Et nous sommes proches d'en avoir fini, y compris avec les drones et les missiles longue portée. Pendant qu'il parlait, il y avait un reportage en direct de Fox News depuis Tel Aviv qui disait « Vous savez, on pouvait entendre les sirènes retentir en arrière-plan. » Et il a dit qu'ils étaient en train de subir la 10e vague d'attaques de la journée. Ce qui contredit de façon spectaculaire et radicale les propos qu'il tenait à ce moment-là. Et bien sûr, le côté iranien maintient un rythme soutenu de tirs depuis environ le 5 ou 6 mars. Il continue de frapper Israël. Il continue également de frapper certains pays du CCG. Il continue même de frapper certaines de nos bases. Et le détroit reste fermé. Donc, quoi qu'il puisse dire, tant qu'il garde la capacité de continuer à frapper des cibles, et d'ailleurs, la marine n'a certainement pas été détruite malgré ce qui est affirmé. De nombreux grands navires de surface ont été détruits, sans aucun doute. Mais la majeure partie de leur marine s'est tournée il y a des années principalement vers ces petits hors-bords rapides, qui sont difficiles à cibler, et transportent beaucoup de puissance de feu, avec des missiles anti-navires à bord. Leur flotte de sous-marins est intacte. Ils possèdent aussi des navires de surface sans pilote, similaires à ceux vus dans la guerre russo-ukrainienne, qui ont été peu utilisés, mais efficaces là où ils l'ont été. Et puis bien sûr, ils disposent de toute une gamme de missiles différents. Donc tout ce qu'ils ont fonctionne encore actuellement, malgré les nombreux assassinats côté ukrainien, dont celui du commandant de la marine il y a quelques jours. Ils sont remplacés, comme toujours en temps de guerre, et continueront. Le suivant prend la relève sans aucun changement de politique. Il n'y a donc quasiment aucune vérité dans les déclarations officielles de Washington en ce moment. Je veux dire, c'est vraiment préoccupant en tant que citoyens américains. Évidemment, nous aimerions faire confiance à notre gouvernement. Nous aimerions faire confiance à nos médias. Bien sûr, c'est pourquoi nous avons créé nos chaînes YouTube pour présenter la vérité et réaliser des interviews de qualité comme celle-ci en observant les faits sur le terrain. Je viens de voir un tweet sur la lettre de Kovaisi. Ce matin, les services de renseignement américains ont déterminé que seulement 33% de l'arsenal de missiles iranien a été détruit alors que la guerre contre l'Iran approche de son premier mois, selon Reuters. Les détails précisent qu'une évaluation du renseignement montre que l'Iran possède encore un stock important de missiles et que des sources affirment que le renseignement américain était similaire concernant la capacité de drones de l'Iran. Donc, encore une fois, je veux dire, vous savez, on entend une chose de la part du président et de la Maison-Blanche. Je pense qu'on en est à un point maintenant où, vous savez, l'équipe de Trump essaie juste de s'agiter et d'inventer tout ce qu'elle peut. Nous avons parlé du détroit d'Ormuz. Je suis sûr que vous avez vu cet extrait où Donald Trump a dit que le détroit serait contrôlé par lui et qu'il le contrôlerait avec l'ayatollah.
L'Iran pourra contrôler le détroit? Être contrôlé conjointement. Peut-être moi. Peut-être moi. Moi et l'ayatollah? Quel que soit l'ayatollah. Tu dois commencer à te poser des questions sur les capacités mentales de Trump. Je veux dire, est-ce qu'il a vraiment perdu la tête, Danny? J'ai de sérieuses inquiétudes à ce sujet. J'ai parlé avec quelqu'un juste hier matin qui connaît bien le fonctionnement interne de l'administration et qui dit qu'il y a un problème supplémentaire. En plus de cela, le président Trump ne s'entoure désormais que de personnes qui lui disent ce qu'il veut entendre. Et il empêche littéralement toute autre personne de l'approcher. Et certains de ceux qui filtrent l'accès font de même. Toute personne portant des nouvelles indésirables n'est même pas autorisée à entrer. Vous avez peut-être vu ces rapports ici aussi ces derniers jours, selon lesquels il reçoit un résumé vidéo de 2 minutes des 2 derniers jours. Des 48 dernières heures de destruction, peu importe. Et c'est tout ce qu'il voit. Maintenant, il reçoit d'autres rapports. Et j'ai eu cette information confirmée par quelqu'un qui a des connaissances internes. Il reçoit d'autres renseignements. Mais la question est, qu'est-ce qu'il retient ? Et quand il n'est entouré que de personnes qui lui donnent de bonnes nouvelles, et qu'il ne voit qu'une vidéo à la télévision montrant tout ce que nous frappons. Et c'est vrai, nous touchons énormément de choses. 10 000 cibles ont été frappées à l'intérieur de l'Iran. Donc toutes sortes de dégâts ont été causés. Mais voyez-vous, si vous pensez que des dégâts en surface se traduisent par des résultats stratégiques, et que d'une certaine manière cela va s'épuiser, l'interprétation du régime iranien est de continuer ou de détruire leur volonté. Il n'y a aucun fondement à cela. Mais si vous n'entendez pas cela, alors vous pourriez commencer à croire certaines des choses qu'on vous dit. Et je pense que c'est tout autant un problème que peut-être la question de ses capacités mentales, qui fonctionnent correctement. Ce sur quoi j'ai aussi quelques questions. Oui, absolument. Je faisais une autre interview avec Sean Ryan qui est basé en Chine. C'est un expert incroyable de la Chine et il parlait de la différence ici. Il a dit une chose qui m'a marqué. Je ne pense pas que Donald Trump soit un menteur. Je pense qu'il croit vraiment sincèrement à ce qu'il dit, ce qui est en fait beaucoup plus dangereux. Parce que s'il se fait autant d'illusions sur ce qui se passe, alors c'est vraiment une catastrophe pour le monde entier. Nous savons que nous avons 1000 parachutistes en route. Nous avons entendu dire qu'environ 5000 marines sont également en route. J'ai en fait entendu des rapports selon lesquels on envisage une opération beaucoup plus vaste, avec des détails parlant peut-être de 50 000 voire 100 000 soldats qui préparent une invasion majeure. Je veux que tu m'expliques, tu es un vétéran, tu as de l'expérience dans ce domaine, parle-moi de la logistique de tout ça. Je veux dire, est-ce que c'est même possible? C'est ma première question. Est-ce que c'est vraiment possible de déployer des troupes sur le terrain? Oui, je veux dire, c'est possible à faire. La question c'est, qu'est-ce qu'ils vont accomplir? Et je vais examiner cela sous plusieurs angles différents. Tout d'abord, en 1991, j'ai fait partie de la force d'invasion lors de l'opération Tempête du désert. Donc je faisais partie d'une unité blindée. La deuxième cavalerie américaine, qu'on appelait la deuxième ACR. Nous avons été déployés d'Allemagne vers l'Arabie Saoudite. Puis nous nous sommes entraînés dans les déserts de l'ouest du pays. Et ensuite, nous avons attaqué l'Irak et libéré le Koweït, tout ça. Donc, j'ai vu de mes propres yeux ce qu'il faut pour déplacer une force de cette taille. C'était le 7e corps qui était parti d'Allemagne, tout un corps d'armée, des centaines de milliers de soldats au total. Je pense qu'avec les Alliés, cela faisait 500 000 à 600 000 hommes, une force immense. Mais j'ai vu, logistiquement, comment il fallait la déplacer. Il fallait obtenir les navires de transport, ce qu'ils appellent les ro-ro, voir combien de temps il leur fallait pour naviguer et traverser la zone, la sécurité nécessaire pour tout cela. Ensuite, le déchargement dans les ports. Pour nous, c'était Al-Jabal en Arabie Saoudite. Ensuite, on les a sortis des ports, on les a préparés et configurés, etc. Puis on est parti dans le désert pour se préparer et s'entraîner, etc. Nous nous entraînions déjà en Allemagne avant de partir, car nous savions que c'était possible, puis nous sommes passés aux opérations. Donc, tout ce processus a duré d'août jusqu'en février, de août 1990 jusqu'en février, avant que nous soyons prêts à passer à l'offensive fin février 1991. Maintenant, il faut beaucoup de moyens pour constituer une force suffisamment grande pour agir sur le terrain. Et c'était en Irak. Et en 2003, pendant la guerre menée par les États-Unis, je travaillais au Pentagone. Donc, je faisais physiquement partie du groupe qui a aidé à mobiliser et à obtenir tous ces moyens nécessaires. Je l'ai vu sous tous les angles possibles. Faire quelque chose qui s'en rapproche en Iran en ce moment serait de plusieurs ordres de grandeur plus difficile que ce que c'était. Et c'était déjà assez difficile en soi. Parce que maintenant, nous n'avons plus toutes les zones amies. En fait, l'Irak,
qui serait le point de transit le plus logique pour rassembler des forces avant d'entrer en Iran. Cela pourrait ne pas nous être accessible, parce qu'une partie du Parlement irakien vient d'autoriser une partie de leurs forces de sécurité chiites à, je cite, se défendre contre les Américains, qui ont tué certains de leurs membres dans les PMF. C'est comme ça qu'ils les appellent. Cela fait partie de leurs forces de sécurité chiites. Cela fait partie de la sécurité de leur pays. Ce ne sont pas des groupes de milices iraniennes qui opèrent là-bas. Cela fait partie de leur sécurité. Ils suggèrent qu'on pourrait se joindre contre les États-Unis et leur refuser cette chance. Qui sait si on pourra y entrer? Parce que c'est une chose, certains pays le feraient probablement, comme l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, par exemple. Donc cela signifie que vous pourriez organiser quelque chose là-bas. Mais ensuite, comment allez-vous faire passer les troupes? Si vous n'avez pas l'Irak ou la Turquie, par exemple, que je pense que nous avons utilisé pendant la tempête du désert, ils n'étaient pas disponibles lors de l'opération Iraqi Freedom pour des raisons politiques. Je doute que cela soit disponible non plus. Alors la question est, par où pourriez-vous entrer si l'Irak est hostile? Il ne vous reste quasiment que les insertions aériennes depuis l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis, si leur permission est accordée. Et cela signifie des hélicoptères. Cela veut dire des hélicoptères Chinook, des V-22 Osprey à rotor basculant, des Black Hawks, et peut-être quelques autres types de transports. Mais au final, ceux-là sont lents, ils sont facilement attaqués. Et vous pourriez en perdre beaucoup en y allant. Peu importe, même s'il s'agit d'une petite force comme celle actuellement évoquée sur l'île de Karg et la courbe du fer à cheval du détroit d'Ormuz, etc. C'est une opération très risquée, même pour un petit groupe. Et puis, il y a la question du fait que, soi-disant, plus de troupes arrivent, 10 000 de plus ont, selon l'Associated Press, il y a 2 jours, été alertés pour partir. S'il y en a d'autres qui arrivent, qui peut le dire? Mais où iraient-ils? Il y a tellement de difficultés logistiques, puis des difficultés d'insertion. Et puis il y a encore un autre niveau. Une fois que vous avez réussi à passer, tout ce qui n'a pas été abattu en route, maintenant vous devez vous frayer un chemin au sol, que ce soit à Karg, à l'île de Kushim ou ailleurs, quel que soit l'autre objectif. Comment soutenez-vous cela? C'est la grande question. Parce que pour les hélicoptères qui vont maintenant déposer la force d'insertion, puis toutes les autres missions pour vous soutenir, l'eau, la nourriture, le carburant, les munitions, le ravitaillement, l'évacuation médicale des blessés vers l'arrière, toute personne blessée doit être transportée à un hôpital, car il ne peut pas y en avoir dans la zone d'atterrissage, la LZ. Donc il faut pouvoir les évacuer. Eh bien, cela signifie que chaque hélicoptère d'évacuation médicale qui arrive risque d'être abattu, et chaque hélicoptère qui repart risque aussi d'être abattu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est infiniment plus difficile que tout ce qu'on a connu. Et cela se passe dans un pays qui est 4 fois plus grand que l'Irak. Et le terrain favorise la défense, car il est montagneux. Comme le pire de ce que j'ai traversé lors de mes 2 déploiements en Afghanistan, surtout dans la région autour de la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, j'ai vu ça de mes propres yeux. Et c'est ce qui est constant dans tout l'ouest de l'Irak, en Iran, si nous voulions essayer d'y entrer. En d'autres termes, il n'y a pas de solution militaire terrestre à cela, mais il semble que nous allons essayer de le prouver sur le terrain. J'ai une autre question alors. Quand vous parlez d'hélicoptères qui entrent, maintenant, comment ont-ils fait? Ils font réellement atterrir ces hélicoptères. Donc, ils doivent voler. Vous dites, par exemple, qu'ils pourraient devenir des Émirats Arabes Unis. Donc, ils survolent le détroit d'Ormuz, puis atterrissent vraiment. Ensuite, nos troupes descendent des hélicoptères. C'est bien ça? En gros, ils peuvent arriver et à peine poser les patins. Et les gars sautent immédiatement par l'arrière. Puis l'appareil redécolle aussitôt et repart. Donc il ne reste au sol que quelques minutes. Peut-être. Exactement. Pour moi, c'est une mission suicide. Je n'arrive pas à imaginer. J'ai aussi appris quelque chose d'intéressant en interviewant le professeur Mirandi de l'université de Téhéran. Et il a dit, une chose que vous devez comprendre avec le détroit d'Ormuz, c'est qu'il est fermé en ce moment, mais il n'est pas fermé physiquement. Vous voyez, il n'y a pas de soldats qui défendent les côtes. Ce n'est pas comme s'ils avaient une énorme flotte navale. Il a dit qu'ils sont contrôlés par des lance-missiles qui se trouvent parfois à des centaines, voire 200 kilomètres de là. D'accord. Donc, ce n'est pas, vous voyez, je veux juste clarifier cela pour notre public, parce que ce n'est pas comme si l'Iran avait fortifié le détroit d'Ormuz et qu'il y avait une présence militaire incroyable là-bas.
Essentiellement, il reste ouvert dans le sens où il n'y a pas beaucoup de monde là-bas, mais toute personne qui essaye de passer, ils vont tirer un missile sur elle et détruire ce bateau. Je ne vois même pas comment on pourrait faire ça. Je veux dire, si vous essayez, disons qu'un millier d'hommes arrivent avec ces hélicoptères, c'est un long trajet à travers le détroit. Je crois que c'est 24 miles pour traverser le détroit, non? Ces hélicoptères passeraient pas mal de temps en l'air, puis vous tenterez d'atterrir sur l'île de Karg. J'imagine simplement que ces gars-là se feraient littéralement cribler de missiles iraniens et d'attaques. Ça n'arriverait pas? C'est ça. Bien sûr que ça arriverait. C'est exactement pour ça que je dis haut et fort qu'ils ne devraient pas essayer. Parce qu'il est possible que la force d'invasion soit en grande partie détruite avant même d'arriver. Et ben tu sais, tu parles d'hélicoptères qui s'écrasent au milieu du détroit. Je veux dire, c'est déjà difficile pour l'un d'eux de survivre. Encore moins d'aller chercher quelqu'un et d'essayer de le secourir. Et puis, une fois qu'ils arrivent par là-bas, parce que probablement certains y arriveraient, parce que ce que tu verrais presque à coup sûr, ce n'est pas juste qu'ils enverraient des hélicoptères là-bas sans couverture. Tous ces avions en ce moment qui bombardent et tirent sur des cibles partout en Iran seraient certainement dirigés ici. Et ils commenceraient probablement par, tu sais, une campagne aérienne, similaire à ce que nous avons fait pendant la tempête du désert, où ils sont d'abord allés frapper toutes les cibles au sol dans leur zone pour les affaiblir, etc. Ensuite, ils recevraient un appui aérien rapproché d'autres Zadis et des hélicoptères Apache, quelque chose qui leur fournirait une couverture. Donc, il y aurait beaucoup de tentatives pour faire ce genre de choses. Mais comme vous l'avez justement souligné, le plus grand risque, c'est qu'une grande partie des tirs contre ces hélicoptères ne viendraient pas forcément des batteries côtières. Je suis sûr que certains le feront, mais cela pourrait venir de dizaines, voire de centaines de miles, depuis d'autres endroits susceptibles d'intervenir et frapper ces cibles. Donc, c'est pratiquement une tâche militaire impossible à accomplir. Maintenant, imaginons que les États-Unis réussissent et déploient des troupes sur le terrain. Parlez-nous de la logistique de tout ça. Vous en avez parlé brièvement. J'aimerais approfondir, par exemple, comment ça se passe pour les repas, l'eau, un endroit où dormir, ce genre de choses. Comment se déroule la vie quotidienne puisqu'on est en plein désert sans beaucoup d'infrastructures? Je veux dire, il faut essentiellement avoir ces provisions avec soi. Quand ils sont déployés là-bas, est-ce qu'ils emportent une certaine quantité de repas avec eux? Et côté logistique, comment ça se passe? Donc, ce serait similaire à la façon dont les Marines ont débarqué sur certaines îles lors de la campagne de progression d'île en île pendant la Seconde Guerre mondiale, où les Marines américains se rapprochaient, progressivement, d'Iwo Jima et d'autres villes. Guadalcanal, je pense, est un très bon exemple parce qu'on y a déployé beaucoup de Marines. Et donc ils avaient des munitions, de la nourriture et de l'eau censée leur durer, je crois, 24 heures, 36 heures, quelque chose comme ça. Mais c'était vraiment difficile d'assurer le ravitaillement là-bas. Donc, beaucoup de Marines commençaient à souffrir d'épuisement et du manque d'eau. Vous savez, ils ne pouvaient tout simplement pas y aller parce qu'il était difficile de faire passer ça à cause des tirs ennemis là-bas. Donc il y avait des Japonais sur l'île, tout comme il y aurait des Iraniens sur l'île aussi. À l'époque, l'artillerie était leur arme la plus puissante. Maintenant, nous avons aussi l'artillerie, les drones et les missiles, en plus de tout cela, dont nous devrions nous préoccuper, contrairement à ces Marines. Donc, il y aurait ici un feu nourri. Et donc le problème, c'est que oui, vous allez venir avec l'eau que vous avez, que ce soit les parachutistes de la 82e division, ou les Marines. Une fois que vous avez utilisé cela, si vous ne pouvez pas établir une ligne de ravitaillement claire vers la zone, vous pourriez être bloqué par le manque d'eau, autant que par le feu ennemi, si vous ne pouvez pas l'apporter là-bas. Oui, c'est ça. Et puis, bien sûr, disons que vous êtes là, comme vous l'avez dit, il pourrait avoir assez de nourriture pour 24, disons 48 heures. Comment faites-vous pour les réapprovisionner? Comment leur apportez-vous plus d'eau? Comment leur fournissez-vous les fournitures dont ils ont besoin? Et puis, quelle que soit l'opération qu'ils vont essayer de mener, comment faites-vous pour les faire sortir de là? Maintenant, il faut embarquer dans les mêmes hélicoptères et tenter ce même trajet de 24 miles à travers le détroit en supposant que nous ayons les avions de chasse pour soutenir ces gars-là. Je veux dire, ça ressemble presque à un cauchemar logistique. Et je suis content que tu aies précisé la période d'entraînement. C'était d'août à février. Tu sais, je veux dire, on parle d'une période de 6 mois pour que tu puisses te mobiliser. Maintenant, évidemment, beaucoup plus de troupes. Tu parles de 500 000 soldats avec tout le monde là-bas. Donc, c'est une force très importante. Ça ne me paraît pas possible sur le plan logistique. Pour moi, ce n'est pas faisable. Exactement. Et parce qu'il faut à la fois un soutien aérien et un transport aérien. Tu sais, des C-17, des C-130, des C-5. Il faut aussi beaucoup de ces navires Roro, etc. Je veux dire,
Il faut une capacité logistique aérienne et maritime énorme pour amener une force d'invasion là-bas. Et il faut une force de cette taille. Quand j'ai participé à l'opération Tempête du désert là-bas, nous avions une armée de 750 000 hommes. L'armée compte environ, je crois, 450 000, 475 000, quelque chose comme ça, quelque part entre les deux. Ça fluctue, mais c'est de l'ordre de 300 000 hommes. Bien sûr, nous avons des exigences mondiales. Ils sont donc dispersés aux 4 coins du monde. Ils devraient être rassemblés quelque part, ou alors dirigés depuis leurs différents emplacements vers cet endroit, ce qui bien sûr nécessite de la logistique, plus de navires, plus d'avions, du transport, etc. Alors qu'actuellement, tout était mobilisé ici pour déplacer des munitions. Mais maintenant, il va falloir arrêter ça parce que c'est un jeu à somme nulle. Si ces moyens de transport sont retirés du ravitaillement, vous savez, des réapprovisionnements et autres pour les missiles de défense aérienne, les missiles pour la guerre aérienne que nous avions, et d'autres logistiques pour la guerre aérienne et navale. Maintenant, il faut les rediriger vers le front terrestre. Cela veut dire que vous manquerez de l'autre, car nous n'avons pas assez pour tout faire. Et bien sûr, si vous faisiez quelque chose comme ça, vous disiez en gros que toutes les autres impératifs que nous avons partout dans le monde seront sacrifiés pour cela. Parce que maintenant, nous n'aurons plus cette capacité de projection de puissance nulle part ailleurs. Et tout sera, vous savez, concentré dans cette seule zone, mettant en danger tout en Europe, tout dans notre hémisphère et tout dans la région Asie-Pacifique. Donc il y a de vraies conséquences même à simplement tenter le coup. C'est un bon point. C'est un bon point. Danny, avec ton immense expérience et ton parcours militaire, tu as une connaissance très approfondie de tout cela. Tu l'as vu toi-même lors de ces opérations militaires auxquelles tu as déjà participé. Mais quand tu regardes la situation maintenant, cela fait 1 mois que cette conquête a commencé et nous sommes loin d'en voir la fin, malgré ce que Trump veut dire ou prétendre. Mais quelle est la plus grande idée fausse que les décideurs américains ont actuellement sur les capacités militaires de l'Iran? La plus grande idée fausse, à mon avis, c'est que nous pensons que le peuple iranien peut être réduit à la soumission par les bombardements. Nous pensons qu'en assassinant assez de dirigeants et en faisant exploser suffisamment de choses, ils finiront par capituler. Et c'est une grave déformation de la façon dont n'importe quel peuple fonctionne. Et nous en avons tellement vu rien que lors du siècle dernier. Je veux dire, regardez la Grande-Bretagne pendant la bataille d'Angleterre, lorsque les nazis ont essayé de les soumettre en bombardant Londres, et vous savez, en détruisant tout depuis les airs et avec leur attaque contre le pays, surtout à Londres. Cela n'a fait que renforcer la détermination des Britanniques à chasser les nazis. Ensuite, il y a eu les Japonais. Nous avons tenté de bombarder leurs villes, comme celle d'Allemagne, avec des bombes incendiaires. Ils ne se sont jamais rendus. Seule la bombe nucléaire a contraint les Japonais à capituler. Sinon, ils auraient continué, quel que soit le nombre de villes détruites. Les Allemands, de la même manière, n'ont jamais abandonné, même jusqu'à ce que la capitale soit finalement prise. Et il y a eu la convergence de l'armée rouge et des armées alliées. Ils n'ont jamais abandonné. Donc, peu importe le nombre d'événements, comme les célèbres bombardements incendiaires de Düsseldorf, ils n'ont pas abandonné à cause de cela. Vous avez la bande de Gaza, ce minuscule bout de territoire ici où Israël a tout bombardé pendant environ 2 ans sans relâche, et ils n'ont jamais abandonné. Et ils n'ont jamais été vaincus. Même le Hamas n'a jamais été vaincu. Les Houthis n'ont pas été vaincus par l'Arabie Saoudite, puis par Israël, puis par nous, en mer Rouge. Et il reste encore aujourd'hui une force fiable. Le Hezbollah, tout le monde a été assassiné. Le chef, Hassan Nasrallah, tous les généraux, toutes les personnes, vous savez, ces pagés piégés, etc. Tant de dégâts. Et pourtant, ils sont restés viables. Et maintenant, ils reprennent les combats. Pourquoi quelqu'un penserait-il cela ? Alors qu'on peut aussi y ajouter les Ukrainiens, et toute la puissance de feu russe qu'ils ont encaissée. À ce jour, ils tiennent toujours bon et résistent, malgré leur position de grande faiblesse dans la dynamique de pouvoir entre ces deux-là. Pourquoi l'Iran abandonnerait-il après 4 semaines ? Je veux dire, c'était, ou quelques jours, c'est ce qu'on espérait. C'était irrationnel. Cela ne comprend pas les relations humaines, encore moins celles concernant l'Iran. Et on peut voir cela à la façon dont ils se sont comportés pendant la guerre Iran-Irak, lors de laquelle nous avons soutenu l'Irak contre l'Iran pendant 8 ans. Ils n'ont jamais abandonné, malgré la perte de centaines de milliers d'hommes, la destruction de leurs villes et l'exécution de leurs dirigeants. Donc, nous avons une expérience concrète du côté iranien lui-même, et nous avons ignoré tout cela. Je pense que c'est la plus grosse erreur stratégique de cette opération jusqu'ici.
C'est une réponse fascinante car tu viens d'évoquer l'histoire de nombreuses guerres et je pense que tu as souligné que, tu sais, dans aucune d'entre elles, la force attaquante n'a jamais été forcée à se rendre sous les bombardements, n'est-ce pas? Parce que c'est logique. Tu vas défendre ton territoire, non? Si on est en guerre, je ne vais pas simplement abandonner. Je veux dire, je dois me battre pour ce que je veux. On le voit clairement chez les Iraniens. Je veux parler d'Israël ici parce que je pense qu'au début de cette guerre, il y avait beaucoup de spéculations selon lesquelles, évidemment, les États-Unis sont entrés en guerre au nom d'Israël. Et je pense qu'on commence à voir un peu de tension dans la relation entre les États-Unis et Israël. Je pense que Donald Trump a parfois eu beaucoup de mal à maîtriser Benjamin Netanyahou. On l'a vu avec la guerre à Gaza où, vous savez, Trump a dit « S'il te plaît, je ne veux pas que tu fasses ça ». Netanyahou, le lendemain, dit « Eh bien, devine quoi? Nous l'avons fait car nous le voulions. » Comment percevez-vous la relation actuelle entre les États-Unis et Israël et son impact sur cette guerre? Eh bien, je veux dire, il suffit de regarder la récente démission de Joe Kent, du poste numéro 2 au bureau du directeur du renseignement national. Il a spécifiquement cité cette raison pour laquelle il ne pouvait plus, en toute conscience, faire son travail. Parce qu'il a dit que c'était évident de l'intérieur que les Israéliens et de nombreux médias occidentaux américains complaisants ont fait pression sur l'administration Trump, sur le président lui-même, pour qu'il fasse des choses qui étaient manifestement contraires aux intérêts de l'Amérique. Et je ne peux que confirmer, d'après mes observations extérieures, ce qu'il a constaté de l'intérieur. Il n'y avait absolument aucune raison pour que l'Amérique s'engage là-dedans. Il n'y avait rien à y gagner. Je pense que la guerre de 12 jours de 2025 violait la loi américaine, la Constitution des États-Unis et le droit international, et n'aurait jamais dû avoir lieu. Mais elle a quand même eu lieu. Et nous avons affirmé que cela avait entraîné l'anéantissement de nombreuses installations nucléaires, ce qui signifiait qu'il n'y avait désormais pratiquement aucune chance, du moins à court terme, qu'il puisse lancer un programme d'armement nucléaire, ce qu'il n'avait jamais eu, du moins pas depuis 2003. Donc la justification était alors absente parce qu'il ne se dirigeait pas vers la mise au point d'une arme nucléaire. Mais malgré cela, vous l'avez quand même fait à l'époque. Donc cela donnait encore plus de raisons de ne pas en faire une maintenant. Parce que la seule chose qui nous importait, du moins officiellement, c'était qu'il ne développe pas d'armes nucléaires. Et cette absurdité avancée par Lindsey Graham, Jack Keane et même Witkoff, selon laquelle ils étaient à 2 semaines de disposer de quoi fabriquer une bombe pour fabriquer une bombe, était un mensonge. C'était un mensonge, révélé lors des témoignages la semaine dernière au Sénat et à la Chambre des représentants. Par le directeur Gabbard, qui a été vivement interrogé à un moment précis par le sénateur Ossoff, et qui a dit « Est-ce que des installations nucléaires ont été détruites en 2025 ?» Oui. Avait-il fait le moindre effort, selon l'évaluation du renseignement, pour relancer ça et le reconstruire? Non. Donc, il est physiquement impossible qu'il y ait eu une menace imminente, comme la Maison-Blanche l'a affirmé à propos du nucléaire. Elle refusait de le dire à voix haute, bien qu'elle l'ait mentionné dans un témoignage écrit, où ce fait a été révélé. Donc, même au sein de l'administration, ils disent qu'il n'y avait aucune justification pour que nous intervenions là-bas. Donc le seul qui reste, c'est Israël, parce qu'il nous supplie depuis longtemps d'aller combattre l'Iran. Comme vous vous en souvenez peut-être, en fait, le président Biden a subi énormément de pression de la part d'Israël. Et il a cédé de nombreuses façons, surtout concernant le peuple palestinien dans la bande de Gaza. Il a détourné le regard en Cisjordanie, et même sur certaines autres actions qu'Israël menait en Syrie et au Liban. Mais il n'est pas allé aussi loin. Ils ont tenté de le pousser à intervenir en Iran, mais il a refusé. Finalement, ils ont réussi à pousser Donald Trump à franchir cette limite. Pour moi, c'est clair et incontestable. Il n'y a aucun doute. Oui, c'est une analyse fascinante et c'est pour ça qu'on t'invite dans l'émission, Danny, pour nous expliquer tout ça. J'ai une dernière question pour toi et c'est une question sérieuse parce que plus tôt cette semaine, je débattais avec une ancienne ambassadrice américaine au Danemark, Marsha Sands, et nous avions des points de vue très différents sur la guerre. Et elle a dit que dans une guerre, il ne faut jamais écarter aucune option. Elle avait laissé entendre que l'utilisation d'une ogive nucléaire restait une option à envisager. Je l'ai critiquée disant « Je ne peux pas croire que vous disiez cela, c'est totalement irresponsable ». Et je m'inquiète vraiment pour toute l'humanité, vous savez, si on en vient même à envisager ce genre d'option ici. À quel point êtes-vous inquiet qu'Israël puisse potentiellement arriver à un point où il voit que cette guerre est hors de contrôle? Il voit que l'Iran n'est pas en mesure d'être contenu.
Et craignez-vous une utilisation potentielle d'une ogive nucléaire dans ce conflit? Écoutez, laissez-moi d'abord répondre à ce point qu'elle a soulevé. C'est absurde de dire qu'il ne faut jamais rien exclure. Bien sûr, certaines choses doivent l'être. Pourquoi, bon sang, voudriez-vous mettre sur la table quelque chose qui vous nuirait, à vous et à vos propres intérêts? Parce qu'il y a tout à perdre si vous suivez cette voie. Cela devrait vous indiquer que si, même dans le cas du nucléaire, il était nécessaire d'envisager une telle chose, cela signifie que vos objectifs doivent être revus. Ou alors, vous ne devriez pas faire la guerre, car cela ne peut que nous nuire, parce qu'on ne peut pas faire cela en vase clos. Il y aura toujours des conséquences. Donc, je rejetterai complètement cela dès le départ. C'est absurde. Je ne sais pas d'où vient cette idée. Mais sur le fond de votre question, je crains en fait davantage que les États-Unis utilisent une arme nucléaire tactique qu'Israël. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que l'Iran est parfaitement conscient des risques que cela implique. Ils savent, ils n'ont jamais eu l'illusion qu'Israël pourrait à un moment donné utiliser une arme nucléaire. Et donc, je pense qu'il n'y a absolument aucune chance qu'ils abandonnent volontairement le contrôle du détroit d'Ormuz. Mais je pense que s'ils voient que les États-Unis peuvent se retirer ou arrêter de tirer, je pense qu'ils ont toutes les raisons d'arrêter de frapper Israël parce qu'ils ne veulent pas les mettre dans cette position. Ils peuvent accepter de nous laisser tranquilles si nous arrêtons de les attaquer et qu'ils gardent le contrôle du détroit d'Ormuz. Ils exigent aussi des réparations et notre départ du territoire. Ce sont des choses avec lesquelles on peut négocier. Mais le contrôle du détroit et l'absence de combat, je pense, suffiraient à les satisfaire. Ce qui m'inquiète, c'est qu'intervenir et agir sur le terrain risque d'avoir un résultat catastrophique. Comme je l'ai dit, c'est probable si nous essayons. Au lieu de reconnaître l'inutilité de cela, nous faisons pire. Nous redoublons d'efforts et y retournons. Et ensuite, quand le président Trump sera, et je vous promets qu'il y en aura qui avanceront cet argument dans son cercle rapproché. Vous savez, le président américain en 1945 a été confronté à la même chose. Les rapports indiquent qu'utiliser cette stratégie de saut d'île en île, puis d'attaquer l'île du Japon, pourrait nous coûter 1 million de pertes, car ils sont féroces et ne cesseront pas le combat. Les Iraniens agiront de la même façon. La seule façon d'y entrer serait d'essayer de passer par ces montagnes, et ce serait un bain de sang. Nous perdrions des centaines de milliers de soldats tués si nous tentions cela. Mais ce que nous pouvons faire à la place, c'est qu'ils n'ont pas encore d'armes nucléaires. Donc, nous pouvons utiliser une arme nucléaire exactement comme nous l'avons fait sur le Japon, avec la même logique, jusqu'à ce qu'ils se rendent, tout comme les Japonais l'ont fait. C'est un raisonnement très séduisant. Avec des armes nucléaires, on peut se dire que c'est pour ça qu'on les possède. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est insensé. C'est absurde parce que ça ne prend pas en compte ce qui se passerait ensuite. Mais quand ils seraient confrontés soit à se rendre à l'inévitable, c'est-à-dire une défaite militaire totale, soit à intensifier la guerre de manière conventionnelle et à perdre des centaines de milliers de personnes, ce que je ne pense pas qu'ils survivraient politiquement, c'est-à-dire qu'il serait destitué même par son propre parti. Je ne pense même pas qu'il irait jusqu'à la fin de son mandat si cela arrivait. C'est exact. Ou bien cela pourrait dégénérer en un désastre où il n'aurait plus aucun contrepoids. Donc, il y aurait soi-disant des contrepoids, mais il y avait aussi soi-disant des contrepoids pour entrer en guerre sans l'autorisation du Congrès, et ça c'est fini. L'usage de la force militaire et la loi sur les pouvoirs de guerre de 1973 ont disparu. Donc, je n'ai aucune confiance dans le fait qu'il existe des contrepoids concernant l'utilisation des armes nucléaires non plus. C'est ce qui m'inquiète plus qu'Israël. C'est vraiment une remarque fascinante. Eh bien, Danny, nous arrivons à la fin de notre entretien et je veux simplement te remercier d'être un vrai patriote, de dire ce que tu penses et pour ton travail inlassable. Toi et ton équipe faites un excellent travail sur YouTube. Grand fan de ta chaîne, c'est un honneur de discuter avec toi. Pour tout le monde, vous pouvez le trouver sous le nom de Danny Davis Deep Dive. Daniel Davis, désolé, Daniel Davis. Daniel Davis Deep Dive. Vous savez, une excellente chaîne YouTube. Abonnez-vous à lui. Nous allons mettre les liens dans la description ci-dessous pour que vous puissiez y accéder facilement aussi. Danny, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Toujours un plaisir, Cyrus. Merci pour l'invitation. Absolument. Eh bien, merci à tous d'être restés jusqu'à ce point de la vidéo. Assurez-vous de cliquer sur les liens ci-dessous. J'ai vraiment hâte de vous retrouver tous lors de notre prochaine interview très bientôt.